Bonjour à vous tous et bienvenue à ce dernier cours d'économie monétaire. Alors le cours d'aujourd'hui, euh, on va essayer de parler de l'un des principaux instruments de la régulation économique, c'est-à-dire un moyen utilisé par l'État, en fait, par l'intermédiaire de la Banque centrale, qui peut, selon les pays, bien sûr, avoir soit un statut d'une banque indépendante. Donc aujourd'hui, la plupart des grandes banques centrales à travers le monde sont des banques indépendantes, en tout cas pour le cas de l'Union européenne, donc la Banque centrale européenne, ou le cas de la Banque d'Angleterre, ou le cas de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine. Et puis, dans d'autres pays, la Banque centrale reste tout simplement un organe de l'État qui n'a pas d'indépendance. Alors, on ne va pas rentrer un peu dans ce genre de discussion. Donc, quelle est l'importance d'une banque centrale indépendante ou pas? L'essentiel pour nous, c'est de savoir comment est-ce que cette banque centrale, elle va conduire la politique monétaire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle va la gérer. Alors, ce qu'il faut retenir de prime abord, c'est que, en fait, quand on parle de politique monétaire, il y a trois éléments essentiels à savoir son objectif. Donc, qu'est-ce qu'elle vise comme objectif à long terme, si vous voulez? Quelle est la stratégie de la politique monétaire ou la stratégie de la Banque centrale, pardon, pour atteindre cet objectif à long terme? Et le troisième élément, ce sont les instruments de la politique monétaire. Alors faites très attention, ça, ce sont trois éléments essentiels, si vous voulez, sur lesquels il faudrait insister. Alors d'abord, par rapport à, juste pour commencer, je vous donne une petite définition que vous avez sur le résumé euh, de cours. Euh, c'est un moyen de régulation, donc la politique monétaire est un moyen de régulation, c'est un moyen qui permet à l'État d'agir sur certaines variables pour atteindre un objectif, euh, donc sur le long terme. Ce sont des actions qui visent à orienter l'activité, hein, parce qu'à la base, c'est ça, donc les politiques publiques ou les politiques de l'État, de manière générale, cherchent à orienter l'activité économique. Donc, je ne sais pas, permettre aux agents économiques de disposer de plus de moyens afin d'investir, produire, créer de l'emploi, etc. Modifier des comportements économiques. Donc, si on dit, par exemple, ça, c'est une chose sur laquelle j'avais insisté dans les cours précédents, c'est que lorsqu'on est dans un système de marché, dans un système d'économie de marché, eh bien, la décentralisation économique fait que il faut que l'État ou les organes de l'État agissent sur un certain nombre de variables, notamment la variable de prix, afin d'orienter le comportement des agents. Alors, la variable de prix, quand on parle de monnaie, c'est le taux d'intérêt, bien entendu. Et ce taux d'intérêt, en fonction de son niveau, bien entendu, qui peut être influencé par, par des interventions de la Banque centrale, il peut orienter le comportement. Je ne sais pas si, par exemple, il y a trop d'argent dans l'économie, puis les gens consomment beaucoup, les gens dépensent beaucoup. Le risque d'inflation, par exemple, il pousse la Banque centrale à augmenter les taux d'intérêt. Surtout si vous êtes dans une économie où les gens vivent à crédit, donc où les gens, si vous voulez, complètent leur revenu de travail ou de capital par des crédits. Même chose, donc si on est dans une économie qui s'enfonce dans la déflation, donc la déflation qui est en fait un phénomène auto-entretenu qui se traduit par une baisse de la production, donc de la consommation, l'augmentation du chômage, eh bien, la Banque centrale, elle peut, dans ce cas-là, baisser le taux d'intérêt afin d'encourager les gens à consommer, à investir à crédit. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle comportement des agents économiques. On veut orienter les comportements à travers les taux d'intérêt. Alors, en fait,
ce comportement ou l'accent sur ce comportement pour la politique monétaire, en fait, on peut ou elle peut agir soit sur des variables de quantité, on verra ça dans un instant, c'est-à-dire la Banque centrale elle peut agir directement sur la masse monétaire, donc elle va agir sur un agrégat de la masse monétaire, essentiellement l'agrégat M3, donc la masse monétaire au sens large, ou bien agir, comme je viens de l'expliquer il y a un instant, sur les coûts monétaires. Le coût monétaire, en fait, on va agir sur les prix, notamment le prix de l'argent, à savoir le taux d'intérêt, par exemple, le taux de change. Donc, là aussi, c'est une variable importante pour la Banque centrale, donc le cours de la monnaie nationale, le prix de certains actifs, etc. Donc, on verra ça dans un instant. Donc, en fait, on va dire tout simplement que la politique monétaire, c'est un instrument de régulation. Le but, c'est d'agir afin d'orienter l'activité économique et modifier des comportements en agissant à la fois sur des variables de quantité. La quantité, ça veut dire on va attaquer ou agir directement sur la masse monétaire, ou bien sur le coût de l'argent ou le coût, des variables de coût, c'est-à-dire sur des prix, soit le prix de l'argent, ce qu'on appelle le taux d'intérêt, soit le prix de la monnaie nationale par rapport à une autre monnaie, par rapport à d'autres monnaies étrangères, le taux de change, et également le prix de certains actifs. Alors, juste par rapport au contexte, et je ne vais pas insister là-dessus, donc si on s'intéresse un peu à l'histoire récente, si vous voulez, de la politique monétaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc on peut globalement distinguer entre deux grandes étapes. Il y a une étape qui s'étend d'à peu près la fin de la Deuxième Guerre, en 1945 jusqu'au milieu des années 70, d'accord? Et une phase, si vous voulez, qui a commencé à partir de la fin des années 70 et qui a duré, en tout cas, jusqu'à la fin des années 2000, plus ou moins. Alors, la première phase, en fait, c'était une phase marquée par, par la reconstruction. Donc, la plupart des pays avaient des politiques économiques volontaristes, c'est-à-dire des politiques visant à relancer l'économie justement par les dépenses de l'État, relancer l'économie par les crédits. Donc, les banques prêtaient de l'argent à des taux d'intérêt faibles. Et tout ça, bien sûr, la politique monétaire devait accompagner ce mouvement. C'est-à-dire, la politique monétaire, à cette époque-là, était une politique expansionniste, c'est-à-dire une politique marquée par des taux d'intérêt faibles, de manière à augmenter les crédits à l'économie et donc augmenter le niveau de la masse monétaire pour créer davantage d'activités. Alors, cette phase, comme vous le savez certainement, donc, elle correspond à la phase de la naissance de l'État-providence, donc l'État interventionniste, si vous voulez, la politique monétaire, elle devait bien entendu s'intégrer dans ce contexte en aidant, si vous voulez, les pouvoirs publics à atteindre des objectifs de croissance économique élevée, de création d'emplois, les investissements dans le domaine des infrastructures, etc. Et après, il y a la deuxième phase qui s'étend, en tout cas depuis la fin des années 70, comme je disais tout à l'heure, jusqu'aux années 90. Et cette politique avait pour principal objectif la stabilité des prix. La première, comme je l'ai dit, la phase 1, la politique monétaire était surtout motivé par un objectif de croissance économique, donc d'investissement, de consommation, de création d'emplois. La deuxième phase, elle change de cible et elle s'intéresse essentiellement à la stabilité des prix, c'est-à-dire faire en sorte à ce que l'économie ne connaisse ni inflation ni déflation. C'est ça, la stabilité des prix. Il ne faut pas confondre la stabilité des prix et l'inflation ou la lutte contre l'inflation. En fait, quand on vise la stabilité des prix, on ne veut pas l'inflation, surtout une inflation qui dépasse un certain niveau, mais on ne veut pas non plus la déflation. C'est ça la stabilité des prix. Et donc, toutes les politiques monétaires, en tout cas dans les grands pays industrialisés, avaient fixé à la politique monétaire cet objectif ultime, cet objectif à long terme qu'on appelle la stabilité des prix.
C'est aussi une phase marquée plus tard donc par, si vous voulez, l'indépendance des banques centrales, comme je le disais tout à l'heure. Et le problème de l'indépendance signifie tout simplement que la Banque centrale, elle devient une autorité monétaire, d'accord, qui ne subit aucune influence de la part de l'État. D'accord, donc des fois, ça peut paraître compliqué. La Banque centrale est un organe de l'État, en fait, parce que ce n'est pas une entreprise privée, si vous voulez. Mais par contre, dans le cadre d'une loi, par exemple, certains pays même dans leur loi fondamentale, donc dans la Constitution, ils insistent sur l'indépendance de la Banque centrale, c'est-à-dire que la Banque centrale, elle devient indépendante de l'autorité politique ou des autorités politiques, c'est-à-dire elle n'a pas à recevoir comment dirais-je, des ordres de leur part. On ne va pas, par exemple, un ministre des Finances, il va téléphoner au, au président de la Banque centrale pour lui demander de lui avancer de l'argent parce qu'il a besoin de dépenser davantage pour construire un pont, pour construire des tunnels ou bien des routes. L'indépendance signifie que la Banque centrale, elle va fixer son propre objectif, notamment celui de la stabilité des prix, et puis elle doit mettre en place les moyens pour atteindre cette stabilité des prix. Et l'indépendance, ça veut dire tout simplement qu'elle n'a pas d'ordre à recevoir de la part des autorités politiques. Donc on veut séparer les deux. On va dire l'État, en principe, il a des politiques, notamment une politique budgétaire, par exemple, une politique fiscale. L'État s'occupe des impôts, il s'occupe bien sûr des dépenses publiques, mais par contre, les aspects monétaires, on va les laisser, donc ils vont être gérés tout simplement par la Banque centrale. D'accord. Et là, bien sûr, cette indépendance de la Banque centrale a fait que dans beaucoup de pays, l'objectif ultime pour cette Banque centrale est devenu la stabilité des prix, bien entendu. Et donc, la conséquence, c'est que l'objectif de croissance et d'emploi n'est pas devenu l'objectif ultime. D'accord. Donc, ça, c'est un changement de taille important. Et ces deux phases-là, vous devez les retenir, bien sûr. Une phase où la politique monétaire, elle était au service de la croissance et de l'emploi. Cette phase, elle s'est arrêtée vers la fin des années 70. Et puis une autre, bien sûr, où la priorité, elle a changé, puisque l'objectif final est devenu la stabilité des prix, bien entendu, et la croissance, elle est reléguée, si vous voulez, au second rang. Voilà, donc ça c'est un petit peu juste un petit détail où on vous parle un peu de ce qui caractérise les politiques monétaires de la deuxième phase, si vous voulez. Elles sont d'inspiration monétariste, c'est-à-dire les monétaristes, ce sont des économistes ou une école, si vous préférez, de la pensée qui s'inspire essentiellement de la théorie de Fischer, donc la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire, selon les monétaristes, l'excès de création monétaire, donc M, dans l'équation de Fischer, a pour objectif ou a pour conséquence, pardon, une hausse des prix, sachant que la demande de monnaie, qui est mesurée par la vitesse de circulation de la monnaie, et donc le niveau d'activité, c'est-à-dire Q, sont constants. Et donc, dans ce cas-là, si on part de cette hypothèse, d'après les monétaristes aussi, eh bien, toute augmentation de la masse monétaire de M ne peut se traduire que par une hausse des prix. Voilà. Ça, c'est ce que disent les monétaristes. Et donc, finalement, pour eux, tout laxisme monétaire, c'est à chaque fois que l'État ouvre un peu les robinets ou les banques centrales ouvrent les robinets du crédit, eh bien, cela ne peut conduire qu'à l'inflation. D'accord? Et s'il y a inflation, comme on l'a dit déjà dans le cours précédent sur l'inflation, eh bien, donc l'inflation, elle perturbe le système des prix, c'est-à-dire que l'inflation, elle va rendre le prix non optimal ou les prix donc non optimaux, et ce qui va conduire à de très mauvaises décisions de la part des agents économiques. Si elle peut conduire, ce laxisme monétaire, s'il peut conduire à une baisse du chômage, si vous voulez, à court terme, eh bien, ça ne peut être qu'à court terme, bien sûr, parce qu'à long terme, ça sera pour eux la stagnation et le chômage. Ça,
je vous invite à revoir la courbe de Phillips et comment elle a été interprétée par les monétaristes. Alors, donc ça, je voulais juste lire les doctrines. Bon, c'est pas très donc, important parce qu'on parle de doctrine monétaire. En fait, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école de Chicago qui est représentée par un grand économiste qui s'appelle Milton Friedman, et puis l'école autrichienne qui est représentée par Hayek. Donc les deux, bien entendu, estiment que la non-maîtrise de la création monétaire, ça peut être catastrophique pour une économie de marché, c'est-à-dire la hausse des prix. La hausse des prix, elle perturbe le système des prix qui est la base du fonctionnement du système économique. Et Friedman, il a dit, étant donné que la monnaie, elle est dangereuse, eh bien, la banque centrale, si vous voulez, doit, à travers une règle de droit, donc à travers une règle législative, fixer un taux de croissance à cette masse monétaire. C'est-à-dire dire, par exemple, que si, bien entendu, en partant encore une fois de la théorie de Fisher, si M augmente de 2%, si vous voulez, eh bien, il faut s'attendre à une augmentation parallèle des prix de 2%. Et donc, finalement, si un État, il veut ou fixe pour objectif une stabilité des prix qu'il va définir concrètement par un taux d'inflation, donc on va dire, on parlera de ça tout à l'heure, quand un État il mène une politique de ciblage de l'inflation, en fait, il va prévoir un taux d'inflation. Il va dire que sur une année ou sur 2 ou 3 ans, eh bien, je vise un taux d'inflation de 2%. Et la Banque centrale, elle doit s'adapter à cet objectif. Et donc, finalement, elle doit, donc, étant donné cet objectif d'inflation, eh bien, elle va fixer la croissance de la masse monétaire en fonction de cet objectif. Ça, c'est ce que disent plus ou moins les monétaristes, c'est-à-dire que l'État, étant donné le lien qui existe entre M et P dans la théorie de Fisher, eh bien, le taux de croissance de la masse monétaire ne peut dépasser, si vous voulez, le taux d'inflation qui correspond à la stabilité des prix. Et puis après, l'école autrichienne représentée par Hayek. Donc Hayek, c'est un grand économiste ultralibéral, si vous voulez. Alors lui, il tend carrément pour une thèse un peu farfelue, qui est celle de la privatisation de la monnaie. Donc carrément, il dit que on doit enlever aux banques centrales, qui sont des organes de l'État, cette, comment dirais-je, ce privilège donc de créer de la monnaie. Et on va dire, normalement, tout le monde peut créer sa monnaie. Et donc, la monnaie qui va rester est celle qui inspire confiance. C'est-à-dire que le principal élément, donc ce qu'on appelle le capital le plus précieux, en rapport avec la monnaie ou d'une banque centrale, c'est de continuer de mettre en circulation une monnaie qui inspire confiance. Donc, si les gens perdent cette confiance parce qu'ils estiment que les moyens de paiement qu'on met à leur disposition sont tout simplement donc des moyens qui perdent de leur valeur dans le temps, eh bien les gens ils fuient cette monnaie, ils vont essayer de la remplacer par autre chose. Et pour l'économiste Hayek, il dit que privatiser une monnaie signifie qu'on peut avoir plusieurs monnaies en circulation et il n'y a que celles, bien sûr, qui inspirent confiance, qui vont finir par s'imposer, et celles, bien sûr, qui sont instables, bien entendu, eh bien, elles vont tout simplement disparaître. Bon, ça, c'est juste une vision d'esprit d'un économiste, mais donc l'idée essentielle de cette privatisation de la monnaie, c'est justement montrer que représente la confiance dans une monnaie. C'est vrai, donc nous tous, on va, moi, par exemple, donc, je suis fonctionnaire de l'État, je touche un salaire et donc, moi, j'offre une prestation. En fait, c'est un service, c'est un bien immatériel, bien sûr, et en contrepartie, on me paye avec de la monnaie. D'accord? Et je l'accepte parce que j'ai confiance dans cette unité monétaire qui compense un peu mon effort de travail. Mais donc, si la monnaie n'inspire plus confiance, eh bien, cette monnaie, elle doit tout simplement disparaître. Et c'est pour ça que cette mission d'instaurer la confiance ou de continuer
sur une voie où les gens donc ils prêtent confiance à la monnaie qu'ils utilisent, eh bien, ça, c'est un capital très, très important pour toute banque centrale à travers le monde. Alors maintenant, par rapport à comment dirais-je, les courants de la pensée, en tout cas, euh, donc, qui sont exprimés un peu donc le rôle de la politique monétaire dans l'économie. D'abord, cette question de l'indépendance, donc les deux courants, que ce soit le courant de l'école de Chicago ou de l'école autrichienne, ils croient tous les deux en l'importance de l'indépendance des banques centrales. C'est-à-dire que la banque centrale ne doit pas juste être un petit instrument entre les mains des pouvoirs politiques. Donc, on veut plus de monnaie, donner plus de monnaie, créer de la monnaie. Et ça, pour eux, ça ne peut que provoquer l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'on veut que les banques centrales restent autonomes ou restent indépendantes par rapport au pouvoir politique. Le deuxième élément, c'est que l'objectif que la loi relative à la Banque centrale indépendante, qui crée cette Banque centrale indépendante, doit avoir pour objectif final la stabilité des prix. Donc, on n'est plus dans cette logique où la politique monétaire elle doit juste être au service de la croissance et de l'emploi. On va d'abord lui fixer cet objectif de stabilité des prix. Et le troisième élément, c'est que ces courants de la pensée, ils disent que pour atteindre cet objectif final, donc cet objectif ultime qui est celui de la stabilité des prix, c'est-à-dire ni inflation ni déflation, eh bien, il faut avoir ce qu'on appelle des objectifs intermédiaires. Des objectifs intermédiaires. C'est-à-dire que l'action de l'État, elle ne va pas, en tout cas, agir directement sur l'inflation, mais elle doit agir sur un certain nombre de variables, si vous voulez, qui permettent d'atteindre cet objectif de stabilité des prix. Alors, ces objectifs intermédiaires, en fait, ils renvoient à ce que d'autres économistes appellent une stratégie monétaire. Une stratégie monétaire. C'est-à-dire que si on fixe à la politique monétaire cet objectif de stabilité des prix, cette stabilité des prix est un objectif à long terme. Et en général, il y a toujours un décalage, si vous voulez, entre les actions que va prendre la Banque centrale et cet objectif de stabilité des prix. Donc, il y a toujours un décalage temporel, c'est-à-dire la décision qu'on va prendre aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple, baisser ou augmenter les taux d'intérêt, elle va peut-être agir sur les prix dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, d'après certains économistes, donc, les décalages, il peut être jusqu'à 3 ans. Et c'est pour ça que on doit, bien entendu, choisir des objectifs intermédiaires qui sont plus ou moins opérationnels, si vous voulez, sur lesquels on va agir pour atteindre l'objectif ultime qui est celui de la lutte contre l'inflation ou contre la déflation. Alors, il y a en fait 3 objectifs ou 3 stratégies, si vous voulez, monétaires. Donc, certains économistes parlent de stratégie monétaire. Il y a ce qu'on appelle donc le ciblage de la masse monétaire. Donc, on va tout simplement agir directement sur la masse monétaire et plus précisément, on va agir sur M3, d'accord, qui est l'agrégat monétaire qui mesure, la masse monétaire au sens large. Donc, ça, je vous renvoie à votre cours sur les agrégats monétaires, donc M1, M2, M3, mais M3, c'est la masse monétaire au sens large et on peut la choisir comme, on peut la cibler. On peut cibler M3 pour atteindre l'objectif de stabilité des prix. Donc, je vais détailler ça dans un instant. Le deuxième donc, objectif, je dirais, c'est le taux de change. D'accord? Donc, qui peut être aussi un objectif intermédiaire. Et le troisième objectif, c'est donc le taux d'intérêt à court terme. Et ça rentre beaucoup plus dans ce qu'on appelle les instruments de la politique monétaire plutôt qu'une stratégie, si vous voulez, à proprement parler. On verra ça après, donc parmi les outils, si vous voulez, les instruments qui permettent à la Banque centrale de mesurer le niveau
de contrôler plutôt le niveau de la liquidité de l'économie, donc le niveau, donc la quantité des moyens de paiement en circulation dans l'économie, eh bien, il y a le taux d'intérêt, donc ce qu'on appelle des taux d'intérêt directeurs, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Alors d'abord, par rapport au taux de croissance de M, donc ça rentre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une stratégie de ciblage de la masse monétaire. Donc ça, c'est une stratégie, si vous voulez, qui s'est développée dans beaucoup de pays industrialisés dans les années 70, essentiellement, donc du siècle dernier. Et donc le but était, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc une théorie ou plutôt une stratégie qui a été défendue par des économistes monétaristes qui s'inspire essentiellement de la théorie de Fischer. C'est-à-dire, on part toujours du principe ou d'une explication de l'inflation comme étant le résultat d'un excès de création monétaire. Et fixer un objectif monétaire signifie tout simplement que la masse monétaire ne peut pas s'accroître plus que donc l'objectif en matière de stabilité des prix. C'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent fixer un taux d'inflation, si vous voulez, et la croissance de la masse monétaire, étant donné le lien qu'elle a avec le niveau général des prix, eh bien, on va lui fixer un objectif de croissance, si vous voulez, qui ne dépasse pas le taux d'inflation qui définit la stabilité des prix. Alors, le problème de cette politique, il y a beaucoup si vous voulez, elle souffre d'un certain nombre de limites. La première, c'est ce qu'on appelle donc les techniques de contournement, c'est-à-dire que ce sont en fait des pratiques bancaires qui leur permettent, si vous voulez, de mobiliser des liquidités, donc de la monnaie centrale, si vous voulez, en dehors du circuit de la banque centrale. C'est-à-dire que dans le cadre des politiques, si vous voulez, dites conventionnelles, eh bien, les banques, elles demandent de la liquidité, si vous voulez, de la monnaie centrale auprès de la banque centrale. D'accord? Ou bien auprès d'autres banques sur le marché monétaire. Alors, les techniques de contournement, en fait, les banques centrales, elles vendent un certain nombre de produits financiers, notamment des titres, notamment sous forme d'OPCVM, donc ce qu'on appelle des organismes de placement collectifs en valeur mobilière, donc actions, en fait, ce sont des fonds, des parts de fonds que les banques vendent, et puis elles se procurent de la liquidité qui va leur permettre de créer aussi de la monnaie. Donc, dans ce cas-là, on est dans un circuit, si vous voulez, qui n'est pas conventionnel, et la banque ou les banques ont développé des pratiques qui leur permettent d'avoir de la monnaie centrale, par d'autres moyens, ce qui alimente un peu leur politique du crédit, et donc ce qui risque d'augmenter la masse monétaire en dehors de tout contrôle, si vous voulez, de la part des pouvoirs publics. Après, vous avez les assurances retraite, donc les assurances vie, qui sont aussi des produits financiers vendus à des épargnants. Les fonds de pension, en fait, les fonds de retraite des pays, des agents économiques, des ménages qui veulent préparer leur retraite. Donc, en fait, ils vont cotiser une caisse de retraite privée, la plupart donc gérée par des banques, et qui vont, encore une fois, permettre aux banques de se procurer, si vous voulez, de la monnaie centrale, et ce qui alimente un peu leur politique de crédit, ou ce qui les dote de moyens qui leur permettent de créer de la monnaie. Après, on peut dire que cette politique de ciblage de la masse monétaire, si, par exemple, on mène une politique monétaire restrictive, c'est la Banque centrale, elle décide de réduire la croissance de M, donc avoir moins de moyens de paiement qui circulent dans l'économie. Et si, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle un laxisme budgétaire, c'est-à-dire que si de l'autre côté, l'État dépense beaucoup, eh bien, cela va créer ce qu'on appelle en économie un effet d'éviction à l'égard du secteur privé. C'est-à-dire le secteur privé ne trouvera pas
suffisamment de moyens pour se financer. Donc ça, c'est un phénomène qu'on évoque en tout cas depuis quelques temps. C'est-à-dire si vous êtes dans un pays où il y a très peu d'épargne, ou bien si vous êtes dans un pays où on mène une politique monétaire restrictive, le peu de moyens financiers à disposition, ils vont faire l'objet d'une concurrence entre le secteur privé et le secteur public. Ici, l'État, bien sûr, à travers des emprunts massifs, si vous voulez, parce qu'il souhaite financer des projets d'infrastructure, etc., eh bien, il risque d'avoir des effets négatifs, si vous voulez, sur le financement privé. C'est-à-dire que l'État, il va tout simplement s'accaparer, si vous voulez, c'est tous ces moyens de paiement qui existent sur le marché, et il ne laissera rien pour le secteur privé. Et donc, on va dire que le secteur privé, il risque d'être effacé. Et puis après, il y a un autre moyen, en fait, une limite, si vous voulez, de cette politique de ciblage de M3, c'est que les banques ont trouvé également, si vous voulez, d'autres moyens qui leur permettent donc d'avoir comment dirais-je, donc des moyens de paiement. Ils renforcent leurs fonds propres, elles procèdent à des augmentations de capital. Et donc cela a pour conséquence que les banques ils vont se centrer, étant donné qu'elles mettent en jeu leurs moyens, si vous voulez, ou leurs propres ressources. Eh bien, elles vont se centrer tout simplement sur les meilleurs risques, c'est-à-dire qu'ils vont se centrer essentiellement sur les segments de marché du financement les plus rentables, alors que les autres, bien sûr, on va les laisser sans financement. Alors, le deuxième élément, de ces objectifs intermédiaires, c'est ce qu'on appelle le taux de change. Et ça, on peut dire qu'il y a en fait la politique de change, c'est la politique menée par les pouvoirs publics par la Banque centrale, encore une fois, pardon, afin de stabiliser les taux de change, donc le cours de change d'une monnaie par rapport à une autre. Et là, en général, on dit que la monnaie forte, c'est-à-dire si vous avez une monnaie qui s'apprécie, eh bien, la monnaie qui s'apprécie, en général, elle est cohérente avec moins d'inflation, si vous voulez, avec les efforts de stabilité des prix. Alors, donc, comment eh bien, une monnaie forte, en fait, elle réduit les importations, parce que les importations, elles coûtent plus cher. Donc, si vous voulez, vous êtes dans un pays où l'inflation est une inflation importée, eh bien, le taux de change, ou un taux de change élevé, ou plutôt un cours de change, ou une monnaie forte, tout simplement, eh bien, elle va tout simplement limiter les effets de l'inflation importée. Il y a un autre élément, c'est que donc le deuxième élément, toujours par rapport à ce ciblage du taux d'inflation, de taux de change, on dit que la hausse des prix, si les prix donc nationaux, si elle est juste égale à celle des principaux partenaires commerciaux, eh bien, cela permet aux exportateurs du pays de rester compétitifs, des exportations du pays de rester compétitifs sans baisse de la valeur externe de la monnaie. C'est-à-dire, autrement dit, si un pays il efface donc tout différentiel d'inflation avec le reste du monde, avec les pays, si vous voulez, avec lesquels il a des relations commerciales, eh bien, cela permet bien sûr au pays de continuer, si vous voulez, d'exporter parce qu'il n'est pas plus cher, si vous voulez, par rapport au reste du monde, et ce qui permet donc au pays d'exporter sans pour autant toucher à la valeur externe de la monnaie nationale. Alors maintenant, en cas de baisse de la monnaie nationale, alors on a donc si vous voulez
donc le cours de change de la monnaie nationale baisse, la Banque centrale est là, dans le cadre de cette stratégie de ciblage du taux de change, la Banque centrale elle peut prendre plusieurs mesures. Alors la première, c'est celle qui consiste à intervenir sur le marché de change, c'est-à-dire que la Banque centrale, elle va donc tout simplement acheter ou vendre des devises contre de la monnaie nationale. D'accord? C'est-à-dire, en cas de baisse, ben, ça veut dire tout simplement que la monnaie nationale, elle est abondante sur le marché. Alors, que va faire la Banque centrale? La Banque centrale, elle va tout simplement vendre les devises dont elle dispose, donc ce qu'on appelle les réserves, donc les devises qui sont dans les réserves de change, et ce qui permet, bien entendu, de réduire la quantité de monnaie nationale qui circule dans l'économie, ou bien elle va procéder en même temps à une augmentation des taux d'intérêt. L'augmentation des taux d'intérêt, on va dire les taux au jour le jour, c'est-à-dire qu'elle va tout simplement réduire donc les possibilités de financement des banques auprès d'elles. C'est-à-dire que si la Banque centrale elle augmente les taux qu'elle prête aux banques, eh bien les banques elles vont renoncer tout simplement à demander plus, ou à demander plus de monnaie ou plus de monnaie centrale à la Banque centrale, ce qui participe bien entendu à donc réduire la quantité de moyens de paiement à la disposition des banques. Donc, moins de monnaie centrale signifie moins de crédit à l'économie. Alors maintenant, par rapport au taux, donc il faut juste noter la chose suivante. En fait, ce sont des taux, on va dire les taux courts, hein, donc ce sont des taux à court terme, donc des taux qu'on applique pour une journée ou bien quelques semaines, si vous voulez. D'accord, c'est pour ça qu'on appelle ça les taux courts. Alors, par rapport au taux long, donc on distingue entre les deux. Si on s'intéresse à une courbe de taux, si vous voulez, une courbe de taux d'intérêt, les taux à court terme, bien entendu, eh bien, ce sont des taux donc au jour le jour ou bien des taux de quelques jours. Et puis les taux longs, bien entendu, ce sont des taux pratiqués sur une période beaucoup plus longue, bien sûr, pour, par exemple, les prêts pour l'investissement, etc. Alors maintenant, par rapport à cette notion de taux directeur, en fait, le taux directeur, c'est le terme qu'on utilise pour qualifier les taux d'intérêt auxquels la Banque centrale prête aux banques. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est la définition qu'on trouve. Et d'ailleurs, vous l'avez dans le petit document sur le rôle de la Banque centrale que vous avez dû lire. Un taux court, c'est tout simplement, un taux directeur, pardon, c'est tout simplement le taux auquel la Banque centrale, elle va prêter aux banques. Alors pour cela, il y a bien entendu donc un certain nombre de taux, donc sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle les taux des adjudications, les taux de mise en pension et donc ce qu'on appelle l'open market que je vais détailler dans un instant. Alors maintenant, par rapport à ce qu'on appelle les canaux de transmission de la politique monétaire, ce qu'on appelle les canaux de transmission monétaire, en fait, comme je le disais tout à l'heure, euh, donc la politique monétaire fixe un objectif à long terme qui est celui de la stabilité des prix. D'accord? Euh, mais il faut prévoir, vous allez voir que, donc peut-être je vais me répéter, parce que les canaux de transmission, on va trouver tout simplement ces objectifs intermédiaires dont j'ai parlé il y a un instant, mais la Banque centrale, elle a besoin d'un certain nombre de variables sur lesquelles elle va agir, d'accord, à travers sa politique monétaire, d'accord, et grâce à cette action, elle va atteindre cet objectif de lutte euh, contre l'inflation et la déflation ou pour atteindre l'objectif de stabilité des prix. D'accord? Donc, on parle d'un canal de transmission, c'est tout simplement par le moyen par lequel la politique monétaire, elle va déployer ses effets. On ne va pas juste dire, oui, on vise la stabilité des prix, d'accord, mais il faudrait agir sur un certain nombre de variables qui permettent de transmettre un peu les effets de la politique monétaire pour atteindre l'objectif qui est celui de la stabilité des prix.
Alors, donc là, il y a trois canaux de transmission. Alors d'abord, le premier canal de transmission, c'est le taux d'intérêt. D'accord? Donc ça, c'est tout simplement une vision keynésienne donc du rôle de la monnaie. En fait, on va dire tout simplement, si on est dans une optique keynésienne, une politique expansionniste, c'est-à-dire une politique qui consiste à augmenter le niveau de la masse monétaire dans l'économie, implique une baisse des taux d'intérêt, ce qui encourage l'investissement. Donc là, ça rejoint un peu probablement des choses euh, c'est des choses que vous allez ou vous avez, hein, donc je ne sais pas, vu déjà dans votre cours d'économie, mais on parle de ce modèle ISLM, donc, qui est un modèle macroéconomique, un modèle keynésien, qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que donc, il y a un taux d'intérêt qui se fixe par le croisement de la droite LM. Donc, la droite LM, c'est la droite, si vous voulez, d'offres et de demande de monnaie, avec une autre droite qui représente l'économie réelle, qui est IS, c'est-à-dire l'investissement et l'épargne. Et en général, les Keynésiens, ils disent tout simplement que lorsque vous menez une politique monétaire expansive, c'est-à-dire vous allez tout simplement augmenter la masse monétaire dans l'économie, d'accord, et cette augmentation de la masse monétaire va tout simplement se traduire par une baisse du taux d'intérêt, par une baisse du taux d'intérêt réel tout simplement, parce qu'en principe, cette hausse de la masse monétaire, par les effets qu'elle a sur le niveau général des prix, c'est-à-dire donc sur l'inflation, elle a pour conséquence de réduire le taux d'intérêt réel. Et comme je l'ai déjà précisé dans le cours sur l'inflation, eh bien, un taux réel faible, il résulte tout simplement d'un niveau d'inflation élevé. Et donc, l'idéal, en tout cas pour les entreprises, c'est justement de voir quel est le coût réel des investissements qu'ils vont effectuer. Donc là, je vous invite à aller voir cette petite fiche qui vous explique un peu quel est l'impact de l'inflation sur le taux réel et en quoi le taux réel il peut encourager l'investissement. Donc là, vous l'avez sur la plateforme Moodle, donc, où il y a un petit article, je pense, un petit exemple que j'ai partagé avec vous il y a 2 ou 3 semaines. Alors après, les investissements dépendent des taux à long terme, donc ces derniers restent liés à la politique monétaire, bien sûr, et s'établissent en fonction des prévisions des taux courts pour les années à venir et du niveau du taux d'inflation. Donc c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que donc un taux d'inflation plus élevé, donc qui est conséquent ou qui est l'effet, si vous voulez, d'une politique monétaire expansionniste, a pour conséquence une baisse des taux d'intérêt réels. D'accord? Et cette baisse des taux d'intérêt réels, c'est ce qui explique les investissements, c'est ce qui motive les entreprises à investir, pour le long terme. Deuxième élément, donc deuxième canal de transmission, c'est les prix. C'est les prix, donc canal des prix. Alors les prix, quand on dit prix en économie, bien sûr, il y a les taux d'intérêt, il y a les taux de change et il y a donc le prix des biens, on appelle le cours des biens, les biens capitaux. Les biens capitaux, c'est tout simplement les investissements. Alors, en fait, là, il y a une théorie qui nous dit que la politique monétaire expansive ou expansionniste, si vous voulez, tire la valeur de la monnaie vers le bas. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du taux de change. C'est-à-dire que lorsque un pays mène une politique expansionniste, une politique monétaire expansionniste, cela veut dire tout simplement qu'il va, si vous voulez, mettre plus de monnaie en circulation, et plus de monnaie en circulation réduit, si vous voulez, sa valeur par rapport à des monnaies étrangères. Alors, en fait, elle doit se traduire à terme par une dépréciation, et cette dépréciation, elle est favorable, bien sûr, pour la croissance. Pourquoi? Parce qu'une dépréciation, bien sûr, sous certaines conditions, une dépréciation de la monnaie, où certains parlent d'évaluation de la monnaie, en principe,
elle se traduit dans le temps par un accroissement des exportations, d'accord, et par donc un renchérissement des importations, d'accord. Et cela signifie tout simplement que donc le secteur de production, surtout le secteur qui est tourné vers l'exportation, eh bien, s'il a un marché de plus en plus important, parce que justement les produits nationaux coûtent moins cher sur les marchés étrangers, eh bien, cela aura pour conséquence justement un accroissement de la production nationale, donc plus de croissance, plus de création d'emplois, même si cela se fait au détriment d'une inflation plus élevée. D'accord? Alors, le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le cours des biens capitaux, donc le cours des biens d'investissement, c'est comme ça qu'on les appelle, les équipements, si vous voulez. Eh bien, là, on a une théorie qui revient à un grand économiste américain qui s'appelle Tobin, et cette théorie, elle est connue par le coefficient Q. Alors, pour être très, très simple, donc on ne va pas trop compliquer, on va dire que ce coefficient Q, c'est tout simplement un rapport entre la valeur des actifs d'occasion, c'est-à-dire les investissements, les biens d'équipement d'occasion, je ne sais pas, des machines d'occasion, par exemple, et le coût de production de ces machines, ou plus précisément, le coût de ces mêmes machines, mais neuves. Voilà, donc pour être très, très simple, on va dire c'est un rapport entre la valeur des actifs d'occasion et la valeur des actifs neufs, d'accord, les nouveaux investissements, si vous voulez. Et là, il nous dit que lorsque le coefficient, un coefficient élevé, donc signifie tout simplement que, euh, que les actifs d'occasion, ils coûtent plus cher que les actifs neufs, donc le numérateur, si vous voulez, il est plus élevé que le dénominateur, et bien cela va rendre tout simplement les investissements nouveaux plus intéressants. Et c'est ça, en fait, qui va déclencher un processus de croissance, c'est-à-dire que si le coût de l'investissement nouveau ou le coût des équipements nouveaux, des nouvelles machines, etc., coûte moins cher par rapport à ceux d'occasion, eh bien, cela se traduit, bien entendu, par euh, donc des investissements, et ces investissements ils sont favorables à la croissance. En revanche, si ce coefficient est moins élevé, eh bien cela va avoir pour conséquence une stagnation de l'investissement nouveau parce que les biens d'occasion ils vont devenir plus chers. Et en quoi, comment est-ce que la politique monétaire elle peut agir justement sur ce coefficient, donc de manière à ce que le coefficient baisse, si vous voulez, donc dans quelle mesure donc la politique monétaire, elle rendra, si vous voulez, plus cher les actifs d'occasion que les actifs nouveaux ou les nouveaux actifs. Eh bien, chaque fois que les pouvoirs publics, à travers la Banque centrale, fournissent de la monnaie, eh bien, cela peut fournir de la monnaie, c'est-à-dire donc offre de la monnaie à travers leur politique monétaire, par exemple une politique expansive, eh bien, elle va tout simplement encourager les achats de biens nouveaux par comparaison aux biens d'occasion. Donc, ça peut paraître une théorie un petit peu, je dirais, assez étrange, mais donc son pouvoir explicatif, c'est justement de nous montrer que donc la masse monétaire ou la quantité de monnaie que la Banque centrale va mettre dans le circuit, eh bien, elle peut influencer le prix des actifs. D'accord? Si on a trop, si on met trop de monnaie dans l'économie, cela veut dire tout simplement que les agents économiques ils seraient plus amenés à investir dans des actifs nouveaux par comparaison aux actifs, en délaissant pardon, les actifs d'occasion. Après, on a le troisième canal, donc le troisième moyen pour que la politique monétaire déploie donc ses effets, c'est ce qu'on appelle le canal du crédit. Bon, ça, c'est le canal le plus classique, si vous voulez. En général, lorsque la politique monétaire elle est expansionniste, eh bien, les banques commerciales, elles sont amenées à prêter plus. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les premiers cours. Pourquoi? Parce que cela va augmenter les réserves des banques. Les banques elles auront plus de monnaie centrale et donc
elles-mêmes, elles peuvent accroître les crédits à l'économie. Et si cette fois-ci, donc les taux d'intérêt, euh, donc la diminution des taux d'intérêt, pardon, elle réduit le problème de sélection et de risque moral. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans cette théorie sur l'asymétrie de l'information, etc. Mais on va dire juste de manière simple, c'est que si les taux d'intérêt pratiqués par la Banque centrale à l'égard des banques, les taux directeurs, ils baissent, ben, les banques elles-mêmes, elles peuvent baisser leurs taux et donc en fait, elles seraient moins attentives, elles seraient, si vous voulez, entre guillemets, moins sévères dans la sélection des dossiers de crédit. C'est-à-dire, elle va dire, bon, il y a assez d'argent, il y a beaucoup d'argent, et donc les taux vont baisser. Et si les taux sont faibles, bien sûr, et ça veut dire qu'on ne prend pas très au sérieux le risque que fait courir à la banque le client qui va disposer de ce crédit. Et donc, si on est moins attentif en général, ou les taux sont faibles, le prix de l'argent est faible, eh bien, les banques, elles seraient bien sûr moins attentives à la sélection des clients. Donc, on va peut-être choisir, je suis passé l'expression, tout le monde peut se financer auprès des banques, ce qui va bien sûr être très positif, en tout cas pour l'économie, et serait très positif pour le financement des investissements, par exemple. Donc, on va dire que lorsque les taux sont faibles, eh bien, les banques elles deviennent moins sévères dans l'examen des dossiers de crédit. Voilà, c'est un petit peu ça pour expliquer un peu ces deux notions de la sélection adverse et ce qu'on appelle le risque moral. Voilà, donc ça c'est par rapport à donc au comment dirais-je par rapport au canal de transmission. Donc là vous avez une petite slide qui explique un petit peu les comment dirais-je les instruments de la politique monétaire au Maroc. Donc je vous laisse le temps de la lire tranquillement une fois que j'aurai terminé ce cours. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette fiche, c'est surtout les moyens utilisés par la politique monétaire et dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, il y a trois techniques d'intervention de la Banque centrale sur le marché, si vous voulez, de la liquidité. Donc ça rentre un peu dans le cadre de ce qu'on a appelé les outils. Donc, je rappelle encore ce que je disais en début de séance. Donc, j'ai dit qu'il y a trois éléments dans la politique monétaire. Il y a donc l'objectif ultime, c'est la stabilité des prix. Après, on a ce qu'on appelle des stratégies, ou bien, si vous préférez, des objectifs intermédiaires. Donc, c'est les objectifs qui permettent, bien sûr, lesquels on va agir, si vous voulez, à moyen terme pour atteindre l'objectif final qui est celui de la stabilité des prix. Et puis, il y a l'aspect technique, l'aspect outil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait au jour le jour, si vous voulez, afin d'atteindre un peu ces objectifs intermédiaires et afin d'atteindre l'objectif final qui est celui de la stabilité des prix. Alors, il y a trois techniques. Ces techniques sont d'abord les appels d'offres de la Banque centrale. Donc, j'en toucherai un petit mot dans un instant. Le système des pensions, donc ça c'est l'instrument le plus utilisé à travers le monde en tout cas, et les opérations de marché ouvert ou ce qu'on appelle les opérations d'open market. D'abord les appels d'offres, pour être très très simple, on va dire, la Banque centrale en fait elle va demander aux banques dans le cadre d'un appel d'offres, donc en fait la Banque centrale elle demande aux banques, elle les appelle pour faire des offres. C'est-à-dire combien de liquidités vous voulez. C'est un peu ça. Combien de liquidités vous voulez. Combien, et ça, les banques, en fait, elles vont exprimer leur demande de liquidité et le taux qu'elles sont disposées à payer. C'est-à-dire, elles vont dire, je ne sais pas, on est par exemple dans un système où il y a trois banques, la banque A, la banque B et la banque C, et il y a toute une liste, si vous voulez,
de taux d'intérêt, on va dire. Voilà, donc on a le taux de 3,5, 3,25, 3,50, 3,75, 4, etc., etc. Et les banques, par rapport à chaque taux d'intérêt, bien sûr, elles vont dire combien je veux. C'est-à-dire que si on vous dit donc les taux offerts par la Banque centrale sont entre 3% et 7%, il va de soi que si la banque elle va demander beaucoup plus d'argent quand c'est à 3% que c'est à 7%. Mais étant donné qu'il y a un ensemble de taux d'intérêt, eh bien pour chaque niveau de taux d'intérêt, la banque elle dit à la Banque centrale combien elle veut. Voilà, pour 3%, on va, je ne sais pas, demander 50 millions. Pour 3,5, on va demander un peu moins. Donc, on va demander peut-être 30 et ainsi de suite. Et la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle centralise ses offres des banques, d'accord? Et elle va décider combien elle veut satisfaire de ces offres, d'accord? Elle va dire, si on prend encore une fois les trois banques, supposons que les trois banques, ils ont demandé l'équivalent de 300 millions. Ben, la Banque centrale, elle n'est pas obligée de leur offrir les 300 millions parce que la Banque centrale, elle n'a pas les mêmes objectifs que les banques. La Banque centrale, elle a pour objectif la stabilité des prix et c'est à elle de savoir combien de monnaie elle souhaite injecter dans l'économie. D'accord? Elle va dire, par exemple, sur les 300 millions, ben, moi, je vais offrir seulement 150 millions. Okay. Et après, on va dire, dans les 150 millions, eh bien, on va les satisfaire en partant des taux les plus élevés, c'est-à-dire, on va dire, voilà, on offre 150 millions aux banques, donc on va essayer de les partager en fonction des offres des unes et des autres, et on va dire, pour qui a offert, qui a demandé de l'argent pour 7%. Ben, on va commencer, bien sûr, par le taux le plus cher, et puis après, on va descendre jusqu'au taux le plus faible, jusqu'à épuisement des 150 millions, c'est-à-dire la quantité que la Banque centrale souhaite mettre sur le marché. Voilà, donc vous avez ici un petit résumé, bien entendu. Alors après, on a ce qu'on appelle les pensions. Alors j'ai dit là, c'est l'un des instruments les plus utilisés. D'ailleurs, dans certains pays, je dirais, il reste l'instrument d'intervention dit conventionnel, c'est-à-dire qui est l'instrument utilisé couramment au jour le jour par la Banque centrale. Alors pour être simple, le système de pension, en fait, c'est un système où il y a, si vous voulez, deux phases. Il y a une phase d'ouverture, donc de la pension, et une phase de fermeture de la pension. Alors, c'est quoi une pension déjà? Une pension signifie tout simplement qu'une banque commerciale, je ne sais pas, la Société Générale, donc n'importe quelle banque de la place, elle va demander de l'argent à la Banque centrale. Elle va demander des moyens. Elle va demander de la monnaie centrale à la banque centrale. La Banque centrale, elle lui accorde ce qu'elle demande, mais en lui donnant des titres en garantie. C'est-à-dire, la banque commerciale, Société Générale, elle souhaite par exemple 100 millions, d'accord? La Banque centrale lui donnera les 100 millions, mais à condition que la Société Générale lui remet des titres, notamment des actions, des obligations qui ont une valeur de 100 millions. Donc la Banque centrale, elle les retient en pension, elle les retient en garantie, si vous voulez. Ça, c'est l'ouverture. Donc, vous me donnez des titres, je vous remets l'équivalent en liquidité. Si vous ne me payez pas, vous ne me rendez pas l'argent que je vous ai prêté, ces titres ils sont à moi et je peux les revendre sur le marché pour me faire payer. Donc, c'est une espèce d'un système de gage, qu'on appelle un système de gage. Alors, après, il y a ces avances, en fait, elles sont établies pour une période déterminée. Par exemple, ça peut aller jusqu'à 3 mois. C'est-à-dire, au bout de 3 mois, chaque participant, c'est-à-dire la banque centrale et la banque commerciale, ils doivent se rendre ce qu'ils avaient pris les uns aux autres au début. C'est-à-dire, on va dire que la banque centrale, elle va revendre ses titres à la banque commerciale. Par exemple, elle va lui dire, prenez vos titres qui sont de 100 millions et rendez-moi mes 100 millions. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. C'est-à-dire que la banque centrale, elle ne va pas rendre
donc les mêmes titres que ce que la banque commerciale lui a donné au début. Donc, par exemple, je ne sais pas si on a une action de l'entreprise, la banque commerciale elle a donné au début une action de l'entreprise X en garantie, mais la banque centrale, elle peut lui rendre une action de l'entreprise Y. La seule chose, c'est que les deux actions X qu'on a données en garantie et ce que la banque centrale, à la fin du régime, à la fin de la pension, elle lui a rendu, c'est-à-dire l'action Y, ils doivent avoir la même qualité. C'est-à-dire ils doivent avoir la même, ce qu'on appelle dans le langage technique, financier, ils doivent avoir la même note. Donc, tous les titres sont notés. Ils sont notés par des agences de notation, etc. Et l'essentiel, c'est de respecter ce principe que les titres, ils doivent avoir la même qualité. Donc, je te donne X, tu me donnes en contrepartie de la liquidité, ça c'est en T0. Et en T1, la Banque centrale, elle revend des titres pour la même valeur, bien sûr, pas forcément les mêmes titres, d'accord, mais des titres ayant le même, donc la même notation, la même qualité, si vous voulez. Donc ça, c'est, voilà. Donc on a ouvert la pension. L'ouverture de la pension, la Banque centrale, elle met de la liquidité à la disposition des banques, d'accord? Et à la fermeture de la pension, chacun, il rend à l'autre ce qu'il lui a pris. En plus, la banque qui a emprunté cet argent, la banque commerciale, bien sûr, elle doit payer un taux d'intérêt qui s'appelle le taux de la pension. C'est un taux d'intérêt directeur, c'est-à-dire la Banque centrale, elle va lui dire, OK, je te donne 100 millions d'argent cash, si vous voulez, rends-moi, donne-moi en garantie des titres qui ont une valeur de 100 millions, d'accord? Et pendant la période, la période pendant laquelle la banque commerciale elle a eu cet argent, eh bien, elle doit payer un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt, c'est ce qu'on appelle le taux de la pension, à ne pas confondre avec la pension tout court. La pension tout court, c'est tout simplement échanger de la monnaie contre des titres, d'accord? Et le taux de la pension, c'est ce que vous allez payer pour avoir cet argent, bien entendu. Voilà. Et après, on a la troisième technique, donc enfin connue, c'est ce qu'on appelle l'opération d'open market. Et en fait, là, la Banque centrale, elle va intervenir directement sur le marché euh, donc, euh, donc de la liquidité, donc le marché monétaire en général, ou sur un compartiment du marché monétaire. Et elle peut influencer la liquidité des banques à travers la vente ou l'achat de titres publics. C'est-à-dire que la Banque centrale elle détient dans son portefeuille des obligations d'État ou des bons du Trésor. Et en fonction de l'évolution de la liquidité sur le marché, elle peut intervenir par le biais de ces titres. Si par exemple, il y a trop de monnaie qui circule, il y a trop de monnaie sur le marché monétaire, et ça remet en question l'objectif de stabilité monétaire visé par la Banque centrale, ben, la Banque centrale, dans ce cas-là, elle va vendre des titres aux banques et les banques, elles lui remettent de la liquidité. Donc, c'est ce qui réduit la masse monétaire et c'est ce qui permet, bien sûr, de mieux lutter contre l'inflation. Alors, si maintenant, on est dans une autre logique qui est celle de l'expansion, par exemple, si on veut doper un peu l'économie et permettre à l'économie de disposer de plus de moyens pour consommer, pour investir, eh bien, la Banque centrale peut faire l'inverse. C'est-à-dire, la Banque centrale, elle peut tout simplement acheter des titres aux banques, donc les banques commerciales, donc elles ont aussi des titres dans leur portefeuille, donc dans leur ce qu'on appelle immobilisation financière, et les banques dans ce cas-là, elles vont tout simplement remettre ces titres à la banque centrale qui va le racheter et en contrepartie, elle met à leur disposition de la monnaie centrale. D'accord? Alors, donc ça, ces interventions, en fait, vont influencer le taux d'intérêt en vigueur sur le marché monétaire, qui est aussi une alternative offerte aux banques en matière de financement. C'est-à-dire que donc les banques, comme on l'a dit tout à l'heure aussi pendant des séances précédentes, soit elles se financent directement auprès de la Banque centrale, donc à travers le système de pension, à travers le système des appels d'offres, etc. Ou bien, tout simplement, donc, elles vont se financer sur le marché interbancaire, c'est-à-dire les banques elles vont se prêter, emprunter de l'argent, d'accord, à la longueur de la journée, et la Banque centrale elle va surveiller tout ça. Donc, elle va voir à travers ces transactions, est-ce que le taux d'intérêt bouge
les taux d'intérêt interbancaire bougent. Et s'il bouge dans un sens qui remet en question son objectif de politique monétaire, donc stabilité des prix, eh bien, elle va intervenir, d'accord? Elle va intervenir sur le marché, soit en achetant des titres publics, donc des obligations, des bons du trésor, soit elle les revend. Elle va les acheter si, bien sûr, il y a très peu de monnaie sur le marché interbancaire et donc en fait que le taux d'intérêt est plus élevé. Dans ce cas-là, elle va détendre le taux d'intérêt, donc il va baisser, c'est normal parce qu'il y aura plus d'offres de monnaie sur le marché. Et si on a l'inverse, c'est-à-dire que si le taux d'intérêt baisse, ça veut dire qu'il y a trop d'argent sur le marché monétaire. Et dans le cadre de la politique du marché ouvert ou la politique de l'open market, eh bien, la Banque centrale, elle va tout simplement vendre des titres pour reprendre de la liquidité. Et donc, la rareté qu'on va créer sur le marché interbancaire, elle aura à terme pour conséquence eh bien, une augmentation du taux d'intérêt, ce qui participe bien sûr à l'objectif de stabilité des prix de la Banque centrale. Voilà. Donc, en fait, là, on a le dernier élément, donc toujours dans le cadre de la politique monétaire, c'est ce qu'on appelle les réserves obligatoires. Donc, ça, c'est un instrument qu'on peut qualifier de classique. On en a parlé, rappelez-vous, quand on a discuté de la création monétaire à travers les mécanismes du multiplicateur et le mécanisme du diviseur, on a parlé du petit R. Le petit R, donc en fait, c'est donc le taux de la réserve obligatoire, c'est-à-dire que la Banque centrale va imposer aux banques de réserver, c'est-à-dire de mettre sur un compte ouvert auprès d'elle, donc auprès de la Banque centrale, un certain pourcentage des dépôts bancaires. Par exemple, on va dire chaque banque, une banque, elle a, je ne sais pas, elle a des dépôts de clients qui sont de 1 milliard. La Banque centrale va dire, voilà, donc sur ce 1 milliard, vous mettez sur votre compte à la Banque centrale 5%. Et ces 5%, vous ne pouvez pas les toucher pendant un laps de temps. Donc la banque, pourquoi elle fixe ce taux? Eh bien, pour réduire un peu la marge de manœuvre des banques. C'est-à-dire de manière à ce que les banques, si elles peuvent pas utiliser à 100% les dépôts qu'elles ont à leur disposition, ça veut dire qu'elles créeront moins de monnaie, elles distribueront moins de crédit. Et la Banque centrale, justement, elle peut influencer la capacité des banques à créer plus de monnaie ou à créer moins de monnaie en agissant sur le taux de la réserve obligatoire. C'est-à-dire, si elle l'augmente, ça veut dire que les banques, elles ont moins de liberté pour transformer, si vous voulez, les dépôts qu'elles reçoivent des clients en crédit, donc pour financer l'économie. Si par contre ce taux de réserve baisse, eh bien cela a pour conséquence, bien entendu, de mettre à la disposition des banques plus de moyens qui leur permettent, bien sûr, de financer l'économie. Voilà. Alors voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce dernier cours. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, ils se demandent, ils se posent des questions sur la manière dont je vais poser cet examen. Honnêtement, je n'ai pas encore réfléchi à la formule générale, mais donc je pense que ça sera en grande partie des questions sous forme de QCM, bien entendu, parce que c'est le système le plus adapté par rapport à la situation assez spéciale qu'on est en train de vivre depuis quelque temps. Voilà. Alors, donc mon conseil, c'est de revoir les vidéos, donc toutes les vidéos enregistrées. Ça donne, si vous voulez, le cadre général donc du cours et le cadre général des questions d'examen. Essayez, bien entendu, d'écouter ces vidéos à partir de ce résumé de cours, donc à partir de ces slides, donc les 50 slides que j'ai passé en revue durant toutes ces séances. Essayez bien sûr donc de lire les articles que j'ai mis à votre disposition, donc parce que ce sont des articles par grand thème, si vous voulez. En tout cas, j'ai choisi ces articles en fonction des thèmes qui me semblent importants. Et en principe, si vous faites tout ça, eh bien, je suis sûr et certain que vous n'aurez pas de surprise à l'examen. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne chance et puis peut-être à une prochaine. Bon courage.